7 octobre 1950. Tibet. En à peine quelques semaines, l'armée chinoise renverse la petite armée tibétaine et envahit le royaume tibétain. À la tête de celui-ci se trouve ce jeune homme de seulement 15 ans, le 14e Dalai Lama, Tenzin Gyatso. Tenzin devient alors l'une des personnalités les plus surveillées du gouvernement de Pékin, mais 9 ans plus tard, Tenzin s'enfuit en Inde. Contre toute attente, le Dalai Lama est parvenu à défier une armée entière et des milliers de soldats lancés à sa poursuite. Voici le récit de son incroyable fuite secrète, l'histoire de l'une des plus grandes chasses à l'homme de notre siècle. Bon, mais avant tout, c'est qui le Dalai Lama? Pour cela, remontons au début du XVe siècle. À cette époque, le Tibet est ce que l'on appelle une théocratie, soit un royaume où le souverain est aussi le chef religieux. Le Tibet est alors imprégné par le bouddhisme tibétain et la vie de ses habitants rythmée par les très nombreux monastères du Tibet. C'est dans l'un d'eux qu'un certain Tsongkhapa fondit un nouveau courant, une nouvelle branche dans le bouddhisme tibétain, l'ordre des Gelugpa. Et parmi ses disciples se trouve un certain Gedun Drub. Si je vous parle de lui, c'est qu'il fut reconnu comme étant le tout premier des chefs spirituels de l'école Gelugpa, appelé plus tard Dalai Lama. C'est le début d'une lignée de Dalai Lama qui, en quelques siècles, devint maître du Tibet. Une lignée qui a pour l'étrange particularité de ne pas se transmettre de père en fils, mais de réincarnation en réincarnation. En fait, pour les bouddhistes, à sa mort, l'âme du Dalai Lama vient se réincarner dans un nourrisson que certains moines bouddhistes doivent retrouver à l'aide de divers rituels. Mais revenons en 1949. Le Tibet est alors dirigé par notre cher Tenzin. C'est un jeune homme curieux. Depuis sa chambre du palais du Potala, il regarde avec fascination des images du monde extérieur. L'horlogerie, la mécanique, le cinéma, l'uniforme des soldats anglais, ou même les cheveux blonds de Heinrich Harrer, tout cela était vraiment incroyable pour lui. Sauf que cette même année de 1949, Mao Tse-tung prend le contrôle de la Chine et instaure une dictature communiste. À peine un an plus tard, les armées de Mao défilent sur le Tibet et écrasent l'armée tibétaine. Tenzin est alors forcé de signer un accord, l'accord en 17 points. Pour faire court, il y est dit que le Tibet sera incorporé à la République populaire de Chine, que les troupes chinoises pourront entrer au Tibet, que le Dalai Lama conservera son pouvoir et que les libertés religieuses et la culture tibétaine seront préservées. À première vue, c'est plutôt positif. Sauf que l'accord n'est pas du tout respecté par la Chine. Des monastères vieux de plusieurs siècles sont détruits et la Chine impose de force son économie communiste sur le pays. Et ça, le peuple tibétain l'a très bien compris. Partout à travers le Tibet, on regarde avec méfiance l'occupant chinois. Un vent de révolte se lève. En 1953, dans la région du Kham, les Chinois imposent la collectivisation des terres. Les paysans du Kham ne sont plus propriétaires de leurs champs. Partout dans la région, des Khampa, des habitants du Kham, se révoltent contre l'occupant. La situation s'intensifie. Mais face à eux, la Chine réplique sévèrement. Des monastères sont bombardés et des centaines de rebelles sont attrapés et exécutés. Mais dommage pour la Chine, car la conséquence de cette répression est tout le contraire que ce qu'elle aurait voulu. Un soulèvement dans l'ensemble du Kham et de l'Amdo. Ce sont donc près de 80 000 hommes qui prennent les armes sous l'égide du Chushi Gangdruk, la résistance tibétaine. Rapidement, la révolte gagne l'ensemble du Tibet et la Chine peine à dénicher ses combattants qui se cachent dans l'Himalaya. D'autant plus que le Chushi Gangdruk intéresse un pays particulièrement redouté par la Chine, les États-Unis. La CIA livre des armes aux rebelles et envoie des agents qui forment la résistance à la guérilla. Tenzin, quant à lui, se sent de plus en plus surveillé par les Chinois. Certaines rumeurs courent comme quoi la Chine préparerait son enlèvement. Mars 1959, Lhasa, capitale du Tibet. Des officiers chinois entrent dans le palais de Norbulinka et préviennent le Dalai Lama. Il est invité à un spectacle au quartier général chinois, sans sa garde. C'est louche. Mais Tenzin Gyatso décide d'y aller quand même pour ne pas fâcher les Chinois. Sauf que la rumeur de cette invitation se répand dans toute la ville. Terrifiés à l'idée que leur chef spirituel soit enlevé, des milliers de Tibétains descendent dans les rues pour empêcher Tenzin d'assister au spectacle. Sa sainteté, le Dalai Lama, tente de calmer cette foule déchaînée, mais trop tard. Les habitants prennent les armes et barricadent les rues de Lhasa. En quelques heures, la situation dégénère. Ça y est, le 11 mars 1959, les combats commencent. Au fil des jours, les affrontements s'intensifient. Des dizaines d'obus sont tirés sur la ville et les combats urbains font rage. Des obus sont même tirés sur le palais de Norbulinka. Tenzin le sait, il est désormais impossible de dialoguer avec la Chine. Au fil des jours, la révolte de Lhasa faiblit et l'armée chinoise s'approche dangereusement du palais de Norbulinka. Alors, le soir du 17 mars 1959, le Dalai Lama prend une décision radicale. Il faut fuir. 20h45.
Dehors, c'est la pleine lune et le froid glacial de l'Himalaya. Le Dalai Lama sort, accompagné de Ripi Dorje, capitaine de la résistance et première femme soldat du Tibet. Avec eux, plusieurs révoltés déguisés en pèlerins et, plus étrange, un Américain, un certain Anthony Pochepny. C'est un agent de la CIA et il livre à Ripi Dorje de nombreux renseignements. Le Dalai Lama, quant à lui, est déguisé en soldat et tient maladroitement son fusil. Au milieu des bombardements, tous se précipitent à l'extérieur de la ville. Soudain, des sentinelles chinoises. Heureusement, ils arrivent à sortir de Lhasa. Toute la nuit, sans se reposer, la petite troupe file vers l'Inde. C'est le début d'une marche de 200 km, le tout sur des chemins escarpés, exposés aux tempêtes de neige, aux chutes de pierre et à l'altitude. Le lendemain matin à Lhasa, la situation s'empire. La répression chinoise est terrible, des centaines de révoltés sont fusillés, des monastères sauvagement bombardés, et puis au bout de quelques heures, les soldats chinois encerclent le palais de Dorbulinka. Mais trop tard, il est vide. Il s'est échappé, enfui, disparu, volatilisé. Mais pas pour longtemps. Le Tibet est une région désertique. Depuis le ciel, lui et sa garde seront facilement repérables. Des dizaines de milliers de soldats sont envoyés à leur poursuite et des avions se mettent à patrouiller dans le ciel. La Chine entière se met en état d'alerte pour trouver le Dalai Lama. Mais c'est alors que se produit un coup de chance, un miracle du point de vue tibétain. Un épais brouillard s'abat sur la région. Un phénomène rarissime dans cette région sèche et élevée. Grâce à ce brouillard, Ripi Dorje et son protégé parviennent à semer les Chinois pendant quelques jours et se rapprochent de la frontière indienne. Au bout d'une semaine, ils atteignent un monastère. Là-bas, un jeune guerrier Khampa les prévient. Les communistes ont retrouvé votre trace. Sa sainteté court un grave danger. La situation est critique. Faut-il se rendre? Non, impossible. Il doit bien y avoir une solution. Alors oui, il y en a une. Mais une sacrément audacieuse. Des centaines de guerriers Khampa vont retenir les troupes chinoises et mener une diversion. Ce ne sont que pour la plupart des paysans qui s'arment de modestes fusils. Et face à eux, ce sont des tanks, des avions, des mitraillettes. Pendant des jours, ils combattent l'armée chinoise, luttant jusqu'à leur dernier souffle pour protéger leur maître. Presque tous finirent par être massacrés. Mais c'est là que les Chinois réalisent qu'ils se sont fait avoir. En combattant les Khampa, les Chinois se sont éloignés du Dalai Lama. Et pendant ce temps, il en a profité pour se rapprocher de la frontière indienne. Problème, Ripi Dorje et le Dalai Lama doivent passer par un col situé à plus de 5000 mètres. En ce mois de mars, le col est enneigé et extrêmement dangereux. C'est le printemps. Les fonds des neiges et donc la période des avalanches et des chutes de glace. Pire, quelques jours avant, Tenzin Gyatso s'est blessé à la jambe lors d'une chute à cheval. Gravir un col de 5000 mètres sans aucune expérience d'alpiniste, sans matériel et avec une jambe cassée. Et pourtant, ils tentent l'ascension. Et ils échouent. Nous sommes le 30 mars 1959, et cela fait maintenant plus de 10 jours qu'ils fuient dans l'Himalaya. Pendant ce temps, à 200 km de là, Lhasa est une ville morte, écrasée par les Chinois. Tout l'espoir du peuple tibétain réside dans ce jeune Dalai Lama. Alors il retente, affronte les vents glacés, les pentes abruptes, et encaisse la douleur. Et puis, le 31 mars, ils franchissent le col, et arrivent à Tawang, un monastère indien. Ils l'ont fait. Ils viennent d'arriver en Inde après un périple de 14 jours. Avec seulement quelques centaines d'hommes, Tenzin et Ripi Dorje, désormais appelés la Jeanne d'Arc du bouddhisme, ont défié des dizaines de milliers de militaires chinois. Arrivé en Inde, le Dalai Lama est accueilli en héros. Partout où il passe, ce sont des milliers de bouddhistes ou de simples citoyens indiens qui viennent acclamer le Dalai Lama. Et puis, c'est au tour de 7 hommes de venir lui souhaiter la bienvenue, Jawaharlal Nehru. C'est le premier ministre de l'Inde, un homme qui fut notamment proche de Gandhi et partage les idéaux de paix du Dalai Lama. Et surtout, il lui offre un asile, une terre de refuge, Dharamsala. De là, le Dalai Lama crée un gouvernement tibétain en exil et lutte contre l'occupant. Quelle humiliation pour la Chine! Une fois le Dalai Lama échappé, ce dernier parcourt le monde entier, accusant toujours plus fort la Chine et promouvant le Tibet. Alors, comme pour se venger de cette humiliation, la Chine commence une répression massive dans tout le Tibet, que certains appellent un génocide culturel. Des milliers de Tibétains sont capturés, emprisonnés, voire exécutés. Partout, on tente de fuir le Tibet et de rejoindre Dharamsala. Et à Lhasa, la situation s'empire. En 1966, la révolution culturelle éclate dans la Chine communiste de Mao. Des gardes rouges fanatisés attaquent alors tout ce qui est lié à la religion, à la culture tibétaine. Des monastères sont rasés, des peintures millénaires sont brûlées, des offrandes sacrées sont souillées, jetées dans de vulgaires excréments. Pire, le temple du Jokang, véritable mecque du bouddhisme, est détruit. Ses ruines transformées en urinoir. Au total, ce sont près des 3/4 des monastères qui existaient avant la révolution culturelle qui sont rasés. Selon les auteurs du livre noir du communisme, près d'1 million de Tibétains périrent lors de la révolution culturelle. Regardez sur cette vidéo. Il s'agit de la ville de Lhasa aujourd'hui. Tout est surveillé. Les monastères ne sont plus que des attractions touristiques et la culture tibétaine n'est plus qu'un folklore. La situation s'est certes améliorée depuis la révolution culturelle, le temple du Jokang a par exemple été reconstruit, mais la répression continue, plus discrètement. Malgré les appels de Tenzin Gyatso, les très nombreuses émeutes et manifestations, rien ne change.
Une chose est néanmoins sûre, sans cette fuite épique, sans ce revers de Tenzin Gyatso et de Répidorge, le sort du Tibet aurait été sans doute oublié. 只要我们搞好民族团结，只要我们跟着共产党走，只要我们坚持中国特色社会主义道路，如期实现中华民族伟大复兴辉煌的目标。